On reçoit aujourd'hui, enfin ce matin, deux auteurs de science-fiction, donc Alain Damasio et Norbert Merjanian. Alors Alain, il a écrit La zone du dehors, La horde du contrevent, Aucun souvenir assez solide et un petit essai qui s'appelle Le dehors de toute chose. Et Norbert a écrit Les tours de Saramandre, Trace altitude zéro et Faites demi-tour dès que possible. Ils sont tous les deux membres d'un collectif qui s'appelle Zanzibar, un collectif d'auteurs de SF et dont je vais lire leur manifeste. Malgré les outils de prospective et les cabinets de futurologie des grandes entreprises, malgré l'omniprésence du discours voulant que demain soit pareil à aujourd'hui, à hier, ou ne soit tout simplement pas, nous restons convaincus que nos avenirs, communs et individuels, nous appartiennent et que nous avons le pouvoir de les imaginer, de jouer avec, de les expérimenter, de les construire à notre guise. Nous sommes un collectif d'auteurs de science-fiction, nous rêvons nos textes comme des endroits où se rencontrer, où penser et commencer à désincarcérer le futur. Donc pour vous lancer ce matin, je voulais vous savoir déjà comment était né le collectif Zanzibar et qu'est-ce que ça veut dire désincarcérer le futur pour des auteurs de SF. Et je vous laisse le champ libre, et sachant que je pense que vous pouvez prendre la parole aussi à tout moment dans la salle si vous souhaitez. Brièvement, c'est bon là où il faut que je me rapproche. Je me rapproche. Donc brièvement, le collectif est né de l'idée de Léo Henry, qui est un auteur de science-fiction et proche, autour d'auteurs de SF dont beaucoup sont publiés chez le même éditeur qui s'appelle La Volte, dont Alain. Et que je ne vais pas citer parce qu'un des principes du collectif Zanzibar, c'est d'abord de ne pas être d'accord entre nous, et ensuite que certains acceptent de dire qu'ils en sont et d'autres pas. Donc Alain et moi, on accepte de dire qu'on en est, mais parmi nos petits camarades, il y en a pas mal qui ne veulent pas. Donc je ne peux pas vous dire qui fait partie de ce collectif. Ce sont des auteurs de SF qui... On a tous, en fait, il y a eu un moment d'émergence qui était aussi comme une catalyse, où on a eu tous le sentiment que cette préemption de toutes les autorités, c'est-à-dire aussi bien les autorités économiques, financières que les autorités gouvernementales et médiatiques, donc préemption du futur et des perspectives de futur, était devenue absolument étouffante, et que nous, c'est notre quotidien de penser, de nous projeter, même pour certains d'entre nous, de vivre dans le futur. Et qu'au fond, c'est pas du tout les futurs, on y vit d'autres futurs, donc on est déjà sur des futurs divers, donc sur un multivers de futurs, sur des potentiels bien plus larges et bien plus variés que ce qu'on entend tous les jours dans les médias. Et on s'est dit, bon, il faut qu'on se bouge, il faut qu'on fasse quelque chose, et qu'on réapprennent collectivement à envisager le futur comme étant pluriel et comme étant un potentiel divers, et non pas l'autoroute absolument balisée que nous entendons tous sans arrêt. C'est vrai, évidemment, c'est une tarte à la crème dans le milieu de l'économie, par exemple, où le simple fait de parler, par exemple, de dépasser les logiques comptables paraît être aujourd'hui une aberration. On a le sentiment qu'il y a vraiment une régression de la pensée dans sa façon de concevoir le futur. Et si je vais même plus loin, c'est le signe, ça ferait plaisir aux déclinistes, c'est le signe d'une incapacité civilisationnelle à se projeter, à projeter ses futurs. Et dans le même temps, il y a des groupes, des autorités très puissantes, notamment évidemment les GAFA, qui eux sont d'ailleurs des passionnés de science-fiction, qui ont une vision extrêmement claire du futur, qui ont les moyens de nous y conduire aussi collectivement sans nous en laisser le choix, et qui aujourd'hui ont pris le pas sur les gouvernements dans cette orientation, dans des orientations majeures qui sont à la fois technologiques et sociologiques. Et là encore, nous sommes des spécialistes des avancées technologiques, de l'anticipation technologique, et donc le manifeste et le collectif a pour but de reprendre ces outils, éventuellement soit les critiquer avec des dystopies, soit de réinventer autre chose avec. Voilà. Si je peux résumer en un mot, c'est bon. Très très bien résumé.
Oui, pour compléter ce que dit Norbert, il y avait une image qu'on aimait bien dans cette idée de désincarcérer, c'est-à-dire c'est cette idée évidemment qu'on est dans un véhicule qui fonce sur un rail vers un avenir unique, et qu'on est déjà en train d'être broyé, en train d'être fracassé sur le mur, mais c'est une sorte d'hyper ralenti dans lequel on est inséré, et du coup la désincarcération elle doit avoir lieu à la volée comme ça, dans le véhicule avec des sortes de grues ou de pompiers alternatifs nouveaux qu'on doit inventer, et c'est dans ce rôle-là qu'on aime se voir, dans un rôle comme ça de pompier de la fiction ou de pompier mythopoètes qui vont créer les mythologies alternatives qui permettront qu'on se projette autrement sur l'avenir. Donc ça, c'était vraiment très important. Pour compléter aussi ce que dit Norbert, c'est l'idée vraiment qu'on a l'impression que dans les marchés qu'a créé le capitalisme, dans les marchés sporulents qu'il a créés, il y a le futur comme un marché qu'on va essayer de prévendre et donc on se bat là-dessus. Donc c'est vrai qu'un des gros boulots qu'on a fait l'année dernière, et peut-être on vous fera passer comme ça une fiction sonore, ça a été à la Biennale du design de Saint-Étienne, qui portait justement sur les mutations du travail. Et on nous avait confié avec Norbert la curation d'un espace où on avait 1000 mètres carrés pour parler de l'avenir du travail, et on a décidé de le traiter uniquement à travers la fiction et à travers le son. Donc on a fait du design, design sonore c'est beaucoup dire, mais en tout cas on est passé par le vecteur de l'imaginaire sonore pour essayer de véhiculer ces futurs alternatifs qu'on veut à la fois critiquer et amener de façon enviable, quoi. Donc c'est un peu ça. Donc là aujourd'hui on va pas vous faire des grands monologues parce qu'on n'est pas des chercheurs, etc. On aime bien les questions, on aime bien les échanges, on aime bien partager. Moi personnellement j'ai envie de vous parler un peu de la guerre des imaginaires. Je trouve que ça fait partie aussi du combat qu'avec le collectif Zanzibar on essaye de mener. C'est que moi j'aime beaucoup ce que dit un philosophe qui s'appelle Yves Citon, que vous connaissez sans doute ici, au moins en partie, et qui a beaucoup travaillé sur le storytelling, sur la fabrication des mythes actuels, et qui parle de cette guerre des imaginaires, qui dit il y a effectivement, on le voit, nos vies numériques sont surtout des vies qui sont extrêmement virtualisées. La part du divertissement, la part du jeu vidéo, la part de l'écoute et de la vision de séries a jamais été aussi forte. On passe un temps fou dans ces univers parallèles. Et dans ces univers parallèles, les imaginaires qu'on y insère, qu'on y déploie, dans lesquels on inscrit les gens, ont une importance politique très grande. Et nous, quand on est écrivain de science-fiction, ou quand on prétend l'être, moi je me sens extrêmement sollicité et responsabilisé, et Norbert tout autant que moi, parce que Norbert a une vraie carrière aussi politique derrière lui, on peut le dire, hein, non? Il est passé partout. Et du coup, on s'inscrit, et donc moi je ferai un petit passage là-dessus en montrant comment les choix littéraires sont des vrais choix politiques, notamment sur les modes de focalisation, notamment sur les types d'identification aux personnages, notamment sur les trajectoires et les arcs narratifs qu'on met en place. Je vous ferai un petit moment corporate où je balancerai un slide comme ça, saturé de texte, et pour vous raconter ça, mais ce sera plus tard. Mais par contre, si vous voulez poser des questions... Alors pour la petite cuisine, comme dans le collectif, nous sommes d'accord pour ne pas être d'accord, il a fallu beaucoup de temps pour trouver un nom. Je pense que beaucoup auraient préféré qu'il n'y en ait pas, mais pour s'exprimer, c'est pas simple. Et puis ça aurait été paradoxal pour des écrivains. Et c'est devenu peut-être que aussi bien la référence que l'image exotique est devenu un lieu comme un topos d'endroits où on pouvait se croiser. Voilà, ça symbolise peut-être un petit peu ça. Ils sont pas bavards. Hein. Ah, on n'est pas bavard. Juste, je vais faire juste un petit délire sur les rapports là en ce moment que j'essaie d'entretenir avec la ZAD, là, notamment de Notre-Dame-des-Landes, pour essayer de parler un peu de cette idée parce que là on est sur un programme qui porte sur les alternatives. Moi j'aime beaucoup ce que vous avez fait, le fameux Tama là, parce que le Tina, elle nous fait souffrir, Tina, hein, depuis un certain nombre d'années. Donc il y en a une nouvelle maîtresse, une nouvelle amante qui s'appelle Tama, c'est très chouette.
voilà, moi je suis allé à Notre-Dame-des-Landes là récemment et il y a une vraie demande et c'est intéressant de voir ça, c'est qu'il y a une vraie demande des gens là-bas sur la création, alors certains disent la création de mythes, mais surtout sur la capacité qu'on peut avoir ou qu'on pourrait avoir, nous, écrivains de SF, à projeter un avenir désirable. C'est-à-dire à dire, voilà, eux, ils sont dans le combat quotidien et depuis maintenant 10 ans. Une des problématiques qu'ils ont, c'est la difficulté à se projeter. Voilà, à se projeter, à se dire qu'est-ce que sera la ZAD dans 10 ans, qu'est-ce qui va se passer, notamment si l'ennemi commun, qui est une sorte de mix entre Vinci et l'État, disparaît parce qu'ils sont suffisamment malins et Macron est suffisamment malin pour apparemment abandonner le projet de Notre-Dame-des-Landes. Et donc, eux, ils voient ça comme un véritable danger, parce qu'effectivement, l'ennemi commun, comme on le sait depuis la psychologie des foules de Gustave Le Bon, l'ennemi commun est le meilleur vecteur pour souder les militants et pour souder les luttes. Si cet ennemi commun disparaît, qu'est-ce qui va se passer, quoi. Et ils ont du mal à se projeter par rapport à ça. Et du coup, ils m'ont fait une sorte de demande ou de commande. Enfin, moi, je ne sais pas comment je vais le traiter, mais en tout cas, ça recoupe ce que je fais dans mon roman Les Furtifs. C'est-à-dire, c'est l'idée de dire quel horizon désirable, comment affirmer les mondes que nous désirons et quel type de vie, de mode de vie, on peut imaginer à 10 ans dans la ZAD. Et quand on se pose cette question-là, on se rend compte qu'on est très fort en critique, on est tous très forts en critique, en particulier les sociologues, en particulier les philosophes, et en particulier les auteurs de SF, mais on est généralement extrêmement handicapé au moment où il faut poser vraiment de l'affirmatif pur. Voilà. Donc moi, ça me plaît, ce défi-là. Je pense que je suis assez naïf pour essayer d'aborder ces choses-là. Et donc j'ai décidé, j'ai créé un terme avec Norbert, on adore créer des termes, on est les rois de la création de termes. Et je me suis dit, bon, il y a l'Uchronie, il y a l'utopie, et je me suis dit, il y a une sorte d'humilité, voilà, je me suis dit, tiens, une humilitance ou une humilité. Et j'aime bien faire de l'humilité avec sans H, c'est-à-dire de dire, je vais créer des sortes de capsules, des nouvelles qui vont faire 3-4 pages, et qui vont être comme des apnées de la ZAD en 2025, 2030, quoi. Et par exemple, je vais travailler sur un thème qui me plaît beaucoup en ce moment, et No aussi adore ce thème, il a un projet de roman absolument génial là-dessus, je ne sais pas s'il en parlera, sur la forêt. Vous savez que la forêt est un thème qui revient extrêmement fort, parce que je pense qu'il a la croisée à la fois de l'écologie et de l'économie, il a croisé aussi de récits mythiques. Et c'est incroyable comme à Tarnac et à la ZAD, ce thème de la forêt revient et est extrêmement présent. Et donc ils ont créé, vous savez peut-être à la ZAD, ils ont créé une assoce qui s'appelle Abracadabois, j'aime beaucoup le terme, et à partir duquel ils essayent de réinventer toute la filière bois en partant de la forêt, en partant de coupes sélectives, en partant de l'utilisation du bois pour faire l'autoconstruction, pour faire des granges, pour faire des cabanes. Et en essayant d'envisager l'arbre dans sa dimension la plus écologique. Alors les primitivistes, ça leur suffit pas, hein, parce qu'un primitiviste, dès que vous coupez une branche, il a l'impression qu'on lui coupe le bras. Mais voilà, les gens qui sont pas primitivistes à la ZAD, en tout cas, acceptent. Et voilà. Donc voilà, l'idée, ce serait vraiment de repartir sur une dimension naturelle comme le bois, comme l'arbre, et d'arriver jusqu'à la chaise, jusqu'au meuble, jusqu'à l'autoconstruction, jusqu'aux cabanes, etc. Et de voir comment on peut envisager ça positivement dans le futur. De la même façon, ils réfléchissent à un marché rouge qui aurait lieu à Nantes. Vous savez qu'ils ont un marché tous les vendredis, un marché à prix libre, qui fonctionne plutôt pas mal. Mais c'est encore, quand tu regardes, assez balbutiant. Et ils se projettent à 10-15 ans en disant qu'est-ce que ça donnerait si on créait vraiment un marché rouge qui serait à la fois urbain et rural. Et donc j'ai envie de travailler aussi sur ces notions-là, parce que j'aime bien l'idée d'étendre le territoire de la gratuité, j'aime bien l'idée de réinvestir les notions peut-être de troc, en tout cas évidemment de prix libre, et de voir ce qu'économiquement on peut faire en dehors. Donc là vous avez parlé beaucoup des monnaies alternatives apparemment, etc. Et je pense que c'est des sujets absolument centraux et passionnants. Donc voilà, c'est pareil, je vais tenter de travailler sur des capsules et j'espère embarquer mes potes de Zanzibar aussi là-dessus. Parce que je pense qu'on a cette capacité normalement, et en tout cas au quotidien c'est ce qu'on fait, on essaye toujours de faire de la prospective, on essaye de créer des futurs, prouvons-le, mettons-le en scène, mettons-le en récit, créons des personnages. En plus, mettons-le en récit d'une façon conflictuelle, d'une façon tendue. Vous savez qu'un récit n'est bon, il est intéressant, c'est la première leçon de tout scénariste, que si vous mettez en face des ennemis, vous mettez en face des tensions, vous mettez en face des conflits qui peuvent être intérieurs ou externes. Donc si la ligne de récit est perturbée, si elle est conflictuelle, si elle est difficile,
votre récit sera d'autant plus fort. Et souvent dans les utopies, ce qui manque, c'est ce côté conflictuel. Là, je peux vous dire qu'à la ZAD, il manque pas de conflit, donc c'est assez facile à récupérer des tensions et à les mettre. Mais voilà, donc c'est créer tout ça et essayer de... Donc j'espère que vous pourrez voir dans quelques mois l'apparition progressivement, peut-être ça sortira dans Lundi Matin ou un autre journal ou à Ballas ou je sais pas où, d'humilité comme ça, et avec la notion de rester humble, parce que dès qu'on est dans le positif, dans l'affirmatif, on se rend compte que c'est quand même compliqué, voilà.